Très bien. Bon, il y a encore des gens qui se connectent, mais on va débuter. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Franck Acnin. Je suis le responsable France de Security Scorecard. Je suis basé à Paris. Notre plateforme établit un diagnostic cybersécurité de la surface d'attaque des entreprises de manière externe et non intrusive. Cela se matérialise au travers d'une notation de la posture cyber des compagnies. Cette notation permet une compréhension simple et rapide pour tous les métiers, ce qui en fait un véritable outil de gouvernance. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin de session en fonction du temps qu'il nous reste. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe le relais à Mauro Israël, expert en cybersécurité, et Luc Alphand, vainqueur de la Coupe du Monde de ski et vainqueur du Rallye Dakar. À vous, messieurs. Bonjour et bienvenue tout le monde pour ce webinaire en français de Security Scorecard. Effectivement, par rapport aux deux précédents webinaires où nous avons mis l'accent sur l'éclairage des cyberattaques et le plan d'action pour mieux résister à ces cyberattaques, cette fois, nous allons interviewer un champion pour comprendre le processus humain face à un défi majeur et les risques associés. Nous verrons aussi comment un champion comme Luc Alphand aborde les phases de préparation et aussi les moments d'incident, d'accident, voire de crise. Cette expérience pourra clairement nous servir face aux cyberattaques. Bonjour Luc, ce sont des Bonjour. retrouvailles puisque nous nous sommes connus au siècle dernier. On dévoilera plus tard à quelle occasion. Nous allons commencer par évoquer ton début de carrière avec le ski. Bonjour à tous. Écoutez, donc moi je suis né ici à Serre-Chevalier. D'ailleurs, je suis ici dans le local du club où tout a commencé. Originaire des montagnes, donc naturellement au ski, on n'est pas loin des remontées mécaniques. Et mon père était moniteur de ski, donc c'était encore un peu plus facile. Et puis dès l'âge de 7 ans, voilà, on rentre au club de ski, on fait des courses régionales, on fait des courses après nationales, et puis on grimpe les échelons jusqu'à rentrer en équipe de France. C'est ça qui est important. Et puis essayer de vivre sa passion jusqu'au bout, c'était ça qui était le plus important. Quand vous êtes jeune, vous avez une passion et vous essayez d'aller dans votre sport le plus haut possible jusqu'en équipe de France. Et puis après, en équipe de France, il reste toujours des marches à gravir jusqu'à peut-être un jour essayer de gagner des courses dans votre sport, des Coupes du Monde, des championnats du monde, des choses comme ça. Donc, mon sport, c'était un sport. Tu as commencé en quelle année le ski de façon en t'inscrivant à des compétitions pro? Pro, alors je suis rentré donc en équipe de France junior à 16-17 ans. Après, j'étais champion du monde junior à 18 ans. Donc, on peut dire qu'à partir de 16 ans, dès les années 80, donc pour moi, parce que je suis né en 1965. Donc, et après, j'ai fini la Coupe du Monde en 97. Donc, j'ai fait 13 saisons en Coupe du Monde à haut niveau, avec 3 fois les Jeux Olympiques, plein de championnats du monde aussi. Et ça, c'était donc ma vie, ma passion, etc. Surtout qu'en plus, donc, je faisais une discipline. Bon, je me suis orienté, j'ai tout fait au début et après j'ai fait de la descente, qui est une discipline de vitesse. Et si aujourd'hui on parle de prise de risque, c'est parce que j'aimais la vitesse. Ça me faisait. Vous savez, quand j'ai commencé le ski club, c'est pas les portes et les tracés qui me faisaient rêver. Moi, c'était sauter les cailloux, faire de la poudreuse. J'avais un côté un tout petit peu plus, j'allais dire, plus folding, plus casse-cou que certains. Et c'est souvent à ces âges-là, même jeunes, qu'on découvre son envie d'aller vite. Peut-être que si j'étais né à côté d'un circuit, j'aurais peut-être fini à faire de la moto sur piste ou etc. Parce que j'ai toujours aimé eu ce que moi je définis et j'appelle comme le chromosome vitesse. Parce qu'on est tous différents par rapport à ça. Et moi j'aimais aller vite. Et c'est vrai que même si on a ça dans ses gènes, il y a vraiment pour arriver à des victoires, un travail qui est, je dirais, un apprentissage, c'est même pas un travail, un apprentissage de longue haleine qui passe par toutes ces années euh, de prise de risque, d'essayer d'aller vite pour maîtriser, j'allais dire à l'instant T, quand on est au sommet d'une carrière, euh, on se dit c'est facile, ou on regarde les gens de l'extérieur, on se dit mais comment ils peuvent faire de tels exploits, etc. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail, une vraie passion et un apprentissage qui peut être douloureux sur la prise de risque, parce que moi j'ai été beaucoup plus blessé que ce que j'ai gagné de course,
Mais en tout cas, à chaque fois que je pouvais aller vite, j'en retirais un vrai plaisir et c'était du vrai bonheur. Parce que ce qui comptait pour moi, c'était ma mise en danger, j'allais dire relative, physique. Elle me procurait des sensations cette dose d'adrénaline, c'était pour moi du bonheur. Alors, est-ce que dans cette définition du sport, il y a un côté un petit peu masochiste, c'est-à-dire plus me fait peur, mais plus c'est bon. Et ça, ce côté-là, ça me faisait. Il y a des descentes où on partait à l'entraînement, des fois, on se dit on va tenter un truc, un peu plus compliqué, un grand saut, on va aller plus loin, etc. Et on se faisait une peur de fou, mais quand on passait donc la ligne d'arrivée, et ben après on était juste tellement mais content de l'avoir fait et d'avoir survécu à ce moment-là que c'était c'était presque jouissif du coup. Mais il y a beaucoup, si on peut détailler, il y a beaucoup d'apprentissage pour arriver de cette étape de je commence mes courses de gamin, je sais que j'aime aller vite, à une maîtrise du risque, j'allais dire totale, même si elle ne sera jamais à 100%. Au moment, si vous êtes au départ de Kitzbühel, par exemple, une des descentes les plus difficiles de notre circuit, quand vous arrivez là-bas au départ, il y a ce petit pourcentage que vous n'allez pas maîtriser, de combien il est, de 2, 3%, etc. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, il faudra attaquer à 100% et prendre tous les risques, c'est-à-dire dominer sa peur, ses sensations internes, le stress aussi, le stress du résultat, le stress de la chute, de la blessure, parce que ça, la sanction, elle est physique, elle est douloureuse tout de suite. Dès qu'on tombe en descente, si vous regardez sur le slide, les casques, c'était rien, on n'avait pas de protection dorsale, on n'a rien. Quand vous tombez à 140 km/h sur la glace, ça fait mal. Donc, vous avez cette sensation à gérer dans votre tête au départ en disant, voilà, si je tombe, ça va faire mal. On pense jamais à l'accident qui peut être fatal. Ça existe aussi, mais il faut qu'il soit en dehors de votre tête, sinon c'est pas possible de courir. Mais pour arriver à gérer tout ce stress, etc., une des meilleurs moyens d'y arriver, et ça marchera dans beaucoup de domaines, c'est la préparation, le travail et le professionnalisme, au-delà j'allais dire, des qualités naturelles à vouloir aller vite. Et tout ça, c'est beaucoup de boulot derrière, et que ce soit dans le sport ou dans plein d'autres endroits, pour arriver à être prêt à l'instant T en me disant, voilà, je sais ce que je dois faire, je dois attaquer, je dois prendre des risques si je veux gagner cette course. En même temps, derrière, pour arriver, j'allais dire, à tout le travail que ça représente physique, parce que si je veux gagner cette course, je dois être physiquement prêt, c'est-à-dire je dois faire avoir un bon été, etc. Je dois avoir des cannes de titan, des cuisseaux qui tiennent le coup pour les 2 minutes de ma descente. Je dois être bien dans ma tête, je dois être bien avec mon matériel. Donc il y a aussi une coopération avec son serviceman. Je dois avoir une bonne communication avec mes entraîneurs pour écouter les consignes sur la piste, etc. Et ce qu'on a fait, bon, en descente, pour ceux qui connaissent pas, on a généralement 2-3 jours d'entraînement et un jour de course. Sur les jours d'entraînement, tout ce travail de préparation, de trajectoire, de ligne, de lecture du terrain, d'assimilation, tout ce travail de visualisation mentale de mes trajectoires, du mouvement de terrain, etc. C'est dans ma tête. Donc, mais pour justement être le plus libéré à l'instant T. Vous savez, le fameux bip que vous entendez sur une course de ski qui fait tit, tit, tit. Nous, on a 5 secondes avant, 5 secondes après pour partir. On a 10 secondes. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous dire, ah ben non, je ne veux plus y aller, je ne veux plus y aller. Non, ces 10 secondes-là, elles sont super importantes parce qu'elles sont tellement timées, mais en même temps, derrière, il y a un boulot de fou. Donc, si vous voulez être bien en confiance, parce que pour arriver à ce que je voulais dire, c'était si on est bien préparé physiquement, si on est bien préparé au niveau de son matériel, si on a une bonne équipe autour de soi, même ça reste un sport individuel, mais on dépend de pas mal de personnes. Pour arriver à cette confiance de l'instant T, pour savoir où je peux mettre le curseur de ma prise de risque ce jour-là, et ben ça paraît tellement facile à expliquer comme ça qu'à mettre en place, ben c'est un calvaire. Parce que peut-être que 3 semaines avant, je suis tombé et que je sors de l'hôpital et que moi, je suis originaire du Sud, j'aime bien les conditions où il y a du soleil, de la lumière et j'aime bien me lâcher sur des pistes où je vois où je mets les pieds.
Et si vous vous retrouvez à Kitzbühel, que vous sortez de l'hôpital, d'un centre de réduc, qui fait jour blanc, ce jour-là, jour blanc chez nous, c'est-à-dire qu'il fait mauvais, qu'on voit rien, que vous étiez pas bien aux entraînements, etc., eh ben, je peux vous dire que le niveau de confiance, le jour de la course, il sera pas du tout le même. Et que ce jour-là, et il en existe, c'est comme tout le monde, chez vous aussi, le jour où vous levez du pied gauche, c'est que rien ne va. Si c'est pas une journée de course, c'est pas bien grave. Mais si c'est un jour où vous avez une grosse échéance, et ben là, ça devient compliqué. Et pour arriver ce jour-là, quand on n'est pas en confiance, pas bien physiquement, pas préparé, à prendre des risques, je peux vous dire que là, ça prend. Nous, on disait chez nous, il fallait vraiment serrer un peu plus le casque ce jour-là, serrer les dents et passer de là, au-delà de ces sensations de être très bien au départ, je peux prendre des risques, à une situation, je suis nettement moins bien et ça va être compliqué de prendre des risques. Par contre, je suis obligé de les prendre parce qu'aujourd'hui, c'est une course et je peux pas me permettre de la faire au rabais ou même de pas la faire. Parce que ça n'existe pas chez nous. On est obligé de partir. On peut pas montrer aux autres qu'on est un faible et qu'on n'a pas envie de prendre les risques parce qu'on a peur et qu'on n'est pas bien. Et bon, ça, c'est le sport de haut niveau. C'est pas la situation que tout le monde vit au quotidien. On peut pas demander d'avoir, j'allais dire, de se mettre sur le grill tous les jours et de mettre, j'allais dire, entre guillemets, sa vie un tout petit peu en danger tous les jours. Mais c'est, en tout cas, pour moi, une dimension mentale de mon sport que je trouvais super intéressante et qui n'était pas seulement un sport, j'allais dire, de répétition, un truc de piano où il faut être juste précis. Ça existe des sports comme ça, mais je pense que cette dimension prise de risque, dimension mentale, ça m'a botté, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de tous les jours. Mais en tout cas, cette dimension mentale, je l'adorais. Et puis, comme je disais au début, pour revenir, je pense que j'avais quand même des dispositions. Parce que avec Mauro, on discutait, c'est le chromosome. Moi, j'appelle le chromosome vitesse. Celui-là, la définition me plaît bien parce que au-delà du ski, même si on arrive à gagner des courses, etc., on arrive j'allais dire, à transposer ça dans d'autres sports. Parce que la prise de risque, je l'avais avec moi et elle ne m'a jamais quitté. J'ai toujours ce côté un peu chien fou, etc., tout en sachant que ça peut faire très mal. Effectivement, on va le voir dans la suite de ta carrière. Et je voulais faire un parallèle avec la cybersécurité. La plupart des personnes qui travaillent dans la cybersécurité sont des passionnés. Et ces passionnés, euh, du coup, ils ont le chromosome cyber, un peu comme toi, tu as le chromosome de la vitesse. Et le parallèle qu'on peut faire aussi, c'est que jusqu'à il y a quelques années, on va dire 2016-2017, on était dans une profession relativement tranquille où on déroulait un plan d'activité et c'était bon par rapport à la plupart des risques qu'on prenait. C'était pas comment dire, une profession tellement risquée. Et puis tout d'un coup, il y a eu les attaques de ransomware, des rançongiciels, et on s'est retrouvé sur le grill, un peu comme toi au départ de la Stref, et il a fallu qu'on serre notre casque. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte à ces nouvelles cyberattaques, et on va voir que la préparation, effectivement, l'analyse de qui nous attaque, pourquoi, comment, etc., de manière à être mieux préparé était fondamentale. Puis après, il y avait des jours sans, des jours où des sociétés, nos collègues responsables sécurité, ils se sont fait pirater. Il y avait des crises. C'est un peu comme toi avec les accidents, les blessures. Et donc, dans toute activité humaine, il y a cette prise de risque. Et le management, c'est justement de maîtriser ce risque. Et maîtriser, ça veut pas dire empêcher des événements désagréables. Ça veut dire limiter l'impact et ça veut dire bien se préparer, travailler. Et je te propose qu'on passe à la deuxième partie de ta carrière. Et, et là, on va dévoiler comment on s'est connu, Luc. Hein. Exactement. Ouais, Mauro, c'est connu donc sur le Dakar. Elle a à droite sur la photo ensemble. Dakar 2004 ou 5 celui-là, si on voit les 99, photos. au siècle dernier. Ah, C'est ton premier Dakar, je crois. Le,
C'est mon deuxième Dakar. Mauro, Deuxième celui-là, Dakar. deuxième Ouais. Dakar. J'avais abandonné le premier aussi. Zéro évaluation du risque de ma part. J'avais découvert le Dakar comme ça et j'étais parti au premier, euh, pas préparé. Voilà, ça c'est un exemple. Et quand on s'est connus, waouh. Et c'est vrai que donc on est un peu pareil. Il y a sur le Dakar une prise de risque qui est qui est différente parce que pour moi elle a été différente vraiment. Encore la Mauro, toi tu étais en moto, donc la prise de risque elle était, Ouais. Et tu avais trouvé, tu avais flashé mon sur casque. mon casque d'ailleurs, hein, que j'ai ressorti de mon garage. Ouais, ouais. Ouais, Et non mais c'est donc, dingue. très humblement, tu étais venu me voir. euh, on était au contrôle technique là, juste avant le départ. Et tu étais venu me voir de manière humble en me demandant des tuyaux par rapport à ma connaissance du Dakar, puisque moi, c'était mon troisième ou mon quatrième là. Et tu m'avais même demandé si j'avais pas des roadbooks sur un certain nombre d'étapes, notamment qui allaient avoir lieu en Libye. Et je me souviens que quand on a fait la traversée en bateau, tu avais disparu avec Gilles, ton coéquipier navigateur, et vous aviez potassé, il m'avait dit, vous aviez potassé tous les roadbooks que je vous avais donnés, et comme par hasard, eh bien, l'étape en Libye, bah, tu l'as gagnée, hein, tu as gagné la spéciale, et voilà un exemple de préparation et d'écoute des gens, et ça m'avait étonné de ta part, et parce que tu étais déjà une vedette à ce moment-là, puisque tu avais tout gagné en ski, et puis tu étais venu voir un obscur participant du Dakar comme moi, et pour me demander des tuyaux, quoi. Bon, évidemment, je connaissais Gilles à l'époque où j'étais pilote Yamaha, mais quand même, ça montre le côté humble qu'il faut avoir par rapport au risque, et le côté, bah, j'ai appris de mon premier Dakar que, en fait, il faut que je me prépare. C'est comme le ski, c'est un truc à part entière, et on ne peut pas s'improviser dans le désert. C'est aussi dangereux que la montagne, n'est-ce pas? Oui, bah oui, oui, parce que ça, le parallèle avec le milieu de la montagne, c'est vrai il est clair et il est évident parce que c'est toujours la nature qui le remportera. Et puis après, c'est difficile d'arriver à appréhender un environnement qu'on ne connaît pas. Et moi, mon premier Dakar, j'ai eu quasi un stress. Le stress de la grandeur. De, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand on roule des journées entières, on voit rien, on se dit mais où je suis? Et c'est la même chose. Donc il y a un côté oppressant. Il suffit qu'il y ait une tempête de sable, etc. Et que vous sentez tout de suite que vous allez vous perdre et que vous allez rester dans un milieu que vous découvrez. C'est vrai que le premier Dakar a été beaucoup, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu de la peur, pas de la peur, de la vraie peur physique comme elle était dans le ski, mais il y a eu un stress incroyable et dingue de rouler la nuit, de se sentir perdu, de pouvoir jamais y arriver, etc. Sur des Dakar qui duraient 3 semaines à l'époque, donc était vraiment un vrai morceau physique. Et, Mm. et donc ce premier Dakar, il est resté là parce que je me suis dit bon d'abord je vais arrêter. Quand je suis arrivé à Dakar, pas arrivé en avion, mais parce que malheureusement j'ai abandonné, j'ai dit plus jamais je reviendrai dans un truc pareil. Ah Mais ben, après, on dit tout ça, hein. Et ouais, après, le virus du désert gagne. voilà, le virus gagne, mais par contre, le cheminement a été complètement différent. Il a tout de suite, dès mon deuxième Dakar, j'ai créé une société. Donc j'ai aussi pris des risques comme ça et je me suis dit, il faut que j'aille chercher des partenaires. Pour moi, c'était des choses qui étaient complètement nouvelles. Créer une société, trouver des partenaires, créer un projet sportif qui tienne la route euh, et se préparer comme je l'avais fait dans le ski, c'est-à-dire se donner des objectifs qui soient réalisables. Et ça, alors que vous fassiez du sport ou n'importe quoi, il ne faut pas non plus, en un an, se dire qu'on va tout gagner. Et ça, c'est pas possible. On est arrivé à gagner le Dakar, mais les gens pensent que je suis arrivé comme ça et je l'ai gagné. Non, j'ai gagné le Dakar en 2006 et j'ai couru en 98 mon premier. Ça, c'est 99 sur le bateau. Et dès 99, j'ai essayé de mettre en place une sorte de méthode et de cheminement de ce que j'avais appliqué. Et là, je parle d'un sportif de haut niveau. Déjà, la base, c'est-à-dire travailler, apprendre, écouter, savoir écouter. Et c'est quand notre rencontre, elle est comme ça, parce que moi, j'ai un côté humain où j'aime bien les gens.
Et quand les gens ont une expérience, enfin, je veux dire, tout est bon à partager. Il faut être une éponge quand on a envie d'apprendre des autres. Et, euh, et c'est vrai que d'aller essayer de voir des roadbooks, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles pour moi. Moi, je roulais, j'avais un copilote, Gilles, qui était très bon. Et quand on voit des roadbooks de l'époque, alors ça, c'est carrément Ça, incroyable. J'avais c'est. cette vraie envie de Ouais. réussir. Bon, j'en ai un plus récent là, hein. Ouais, J'ai bah celui-là, j'ai- voilà. j'ai- j'ai sorti le l'abbé Tambacounda, tu te souviens? C'était le Ah, vendredi magnifique, 13 alors, janvier magnifique 2006. étape. Ouais. Magnifique étape. Ah, Hein? le long du. Et Il y a un l'arrivée à bout le long du fleuve Tambacounda, Niger. Ouais. ouais, ouais, c'est Ah, ça. waouh. Le long du Niger et on arrive à Tambacounda où il y a c'est au Sénégal. On rentre au Ouais. Sénégal et voilà un Dakar, voilà un roadbook un peu plus moderne ici Ah, avec, bon, il faut celui-là, il est savoir le récent. lire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mauvais, 2006, mauvais. TDSPP, tout droit sur piste principale. Mais quand on voit c'est sur le ça. slide, viser la montagne, viser la Ouais, montagne. ouais, ouais. Excellent. C'est quand même Excellent. approximatif, hein. Voilà. Un petit peu, ouais. Maintenant, alors, maintenant, il y a le progrès aussi. Il y a les Mapman, il y a Ouais. Google Earth, il y a beaucoup de choses pour Et, les copilotes pour et travailler. regarde la taille des étapes, hein. 568 kilomètres, hein. C'est pas la petite étape, hein. Ah, il y a des morceaux, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais les premiers robots. Et moi, je disais, là, donc, mon envie, elle était d'apprendre des autres, etc. Et puis après, quand il faut quand même, c'est un sport de vitesse et c'est un sport aussi, il faut prendre des risques parce qu'on revient sur le, le sujet d'aujourd'hui. La prise de risque, elle était partagée, là. Parce que j'avais un copilote et je, j'avais comme une sorte de, quand même, de responsabilité sur le pilote. On peut pas faire n'importe quoi avec quelqu'un à côté et c'était assez compliqué. Moi, j'avais dit à Gilles, Picard au début et mes copilotes, je dis moi je suis pas pilote, attention, moi je suis skieur. Par contre, j'arrive à appuyer sur la pédale. Après, je sais pas si je sais tourner, mais par contre, appuyer sur la pédale et aller vite, ça, j'y arrive. Et ça a toujours fait marrer les copilotes, etc. Parce que la prise de risque, je l'avais, mais pour que des gens qui soient à côté, et Gilles Picard a gagné le Dakar avant moi avec Fontenay, Yamaha, il a ouais, gagné ouais, avec Vatanen, etc. Donc ouais, ouais, voilà, c'était ouais, un copilote de haut niveau et ouais. pour moi, c'était Mais essayer tu de. avais t'avais sa vie entre les mains, en fait, en tenant le volant. Et c'était une prise de risque supplémentaire et plus altruiste que par rapport au fait de skier où tu étais le seul à risquer ta vie, de fait, dans la plupart des cas. Et déjà, là, tu as une nouvelle dimension dans la prise de risque qu'on retrouve en cybersécurité, c'est-à-dire que, en fait, on risque un problème pour l'entreprise pour laquelle on travaille et toi pareil pour ton copilote et puis plus généralement pour la société que tu avais créée pour pouvoir justement participer à ces épreuves et donc t'emmènes beaucoup plus de gens dans cette prise de risque et il faut être encore plus professionnel, encore plus préparé et ça a été comme comment dire, une montée en puissance de ta façon d'aborder la maîtrise du risque, non? Oui, oui, il a fallu d'abord, c'était le copilote, parce que là, on a une vraie responsabilité qui est directe, parce que voilà, vous pilotez, lui, il est à côté, et sac de sable, c'est vraiment pas le mot, parce que si vous savez pas où vous allez, vous êtes mort dans le désert. Donc, il y a une vraie utilité, et cette équipe-là, je peux vous dire que vous passez par des moments qui sont incroyables, de stress, de chaleur, de petite peur que vous faites sur un coup, de fatigue ensemble, d'épuisement, de doute. Un Dakar, c'est humainement avec un copilote, c'est juste une histoire incroyable. Et puis il y a aussi la prise de risque. J'allais dire aussi quelque part après quand on était avec Mitsubishi dans une usine un peu plus tard, il y a des prises de risque qui sont technologiques. Est-ce que et là avec une grosse hiérarchie, est-ce que pour cette année on peut aller dans cette voie du règlement-là, est-ce qu'on peut choisir quelque chose? Et ça peut être des décisions qui soient technologiques et d'ordre technique, mais qui peuvent influencer sur le résultat d'une façon incroyable. Et, euh, et bon, elle dépendait pas que de nous, les pilotes, mais nous, quand on faisait les essais, on est le dernier rendu. Donc, on était 4 pilotes. Il y avait Peter Hansen dans l'équipe après la fin. Il y avait Hiroshi Ouais. Masuka et Nani Roma, l'Espagnol aussi, qui était en moto Mauro Ouais, avec ouais, toi à je vais l'époque. passer une roue au Dakar 90 et j'ai sacrifié ma moto pour qu'il puisse se gagner justement.
C'est un très grand incroyable. souvenir, Nani. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est la solidarité du Dakar. Mais c'est vrai que nous, on est les pilotes, les derniers ressentis de choix et de prise de risque technique et technologique qui peuvent faire basculer toute une marque dans le bon ou le moins bon. Et, euh, et donc, il y avait toujours cette décision permanente de la prise de risque et d'essayer d'aller le plus vite possible. Ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, comme on descend au vrai moment où vous voulez gagner une spéciale, etc., alors il fallait limiter la prise de risque parce qu'on ne peut pas tous les jours rouler à 110%. Et vous, pareil, enfin, je dis dans n'importe quelle entreprise, on ne peut pas tous les jours faire le kamikaze à essayer de faire que des trucs qui sont impossibles parce que ça, il y a le pourcentage que vous ne maîtrisez pas et vous allez le prendre dans le museau et rien va pouvoir Ouais, ça se ressemble faire. plus à un Mais marathon du coup que qu'à une course de vitesse, ouais. avec une vraie gestion. Et moi, je me rappelle donc de ma première spéciale que je gagne au Dakar en Égypte, qui est donc un des déserts les plus dangereux, parce que vous savez, en Égypte, il y a 10 dunes rondes, 10, et puis la 11e, elle fait 5 mètres de haut, et vous arrivez Ouais, à les 180, cathédrales, parce ouais, que ça, voilà, c'est ça. elle est cassée, et Ouais. je peux vous dire que vous sautez, vous arrivez à 180, 200 km/h, et c'est très, très dangereux. Sauf qu'au bout d'un moment, si vous voulez gagner, ben, il faut débrancher, et, euh, et pour y arriver, c'est juste, voilà, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai envie de le faire, je le fais. Mais si vous le faites tous les jours, ça passera pas. Et je gagne cette première étape, ma première étape au Dakar, donc c'était génial, devant Harry Vatanen, qui pour moi était le maître des risques tout. C'était pour moi quelqu'un qui jamais je pensais pouvoir un jour courir avec lui, et encore moins me battre sur la piste avec des légendes euh, qui étaient, voilà, Vatanen, et il y en a eu d'autres, il y a eu Colin McRae, Carlos Sainz, c'est des champions du monde qui sont venus de rallye sur le Dakar, il y en a eu beaucoup, et de me dire, mais c'est incroyable parce que je peux non seulement vivre la même passion qu'eux du désert, de la course, etc., mais me battre avec eux à, pour gagner des spéciales. Et moi, je pensais rêver. Mais cette transition, je l'avais faite parce que je savais donc, et j'avais ma méthode de sportif de haut niveau pour m'entraîner, travailler, sacrifier du temps et être prêt. Mais j'avais aussi cette prise de risque. Et le meilleur compliment que j'ai eu d'Harry Vatanen, c'est à l'arrivée de la spéciale. Il est sorti de la voiture, on a regardé les chronos, et ben, t'as gagné et tout. Et me regarde, il fait pas mal pour un skieur. Donc, ça a été, Avec son ça a accent été finlandais. avec l'accent Alors, finlandais. Et puis voilà. alors, l'histoire n'est pas finie parce que comme les chats, tu as plusieurs vies et donc euh, les gens connaissent moins ta carrière aux 24 heures du Mans en fait. Est-ce que tu peux nous raconter cette carrière que tu as eue longue hein, aux 24 heures du Mans? Oui, c'est c'est méconnu du grand public, mais avec l'équipe Luc Alpha Aventure, on a fait 10 fois les 24 heures du Mans. Moi, j'ai fait 9 fois en tant que pilote, parce qu'après, j'ai eu un accident cervical en 2009. L'histoire débute un peu en parallèle avec la création de mon entreprise, Luc Alpha Aventure, pour justement faire ce deuxième Dakar où on commençait à se structurer. Puis en parallèle, on a commencé les courses en circuit, en GT France, en Carrera Cup, en GT France. Et ensuite, j'ai découvert les 24 heures du Mans. J'étais invité par un partenaire, on est allé là-bas. Et quand vous vivez cette course de l'extérieur, vous dites, bah, hey, ça, il faut que je J'ai le envie fasse. d'y être. J'ai Ah, envie d'y être. ça. Et encore une fois, c'est notre prise de risque parce que donc cette société, pour moi, c'était nouveau. Il y avait tellement de choses à construire, etc. euh, pour arriver à monter. Et les 10 fois où on a fait les 24 heures du Mans, c'était avec j'ai du mal à le dire, avec mon équipe, nous, Luc Alphand Aventure, avec mes mécanos, avec les camions, les voitures, etc., qui était une vraie équipe. Et quand vous partagez cette prise de risque, là, elle est commune, la prise de risque. Elle est commune d'une entreprise qui doit, comme la vôtre, c'est-à-dire vivre pour arriver à survivre. Alors, c'est du sport, c'est au travers de partenaires, etc. C'est beaucoup de boulot en amont pour arriver à créer l'événement. Mais quand je peux vous dire qu'après une course de 24 heures qui dure une semaine, les 24 heures, il y a les essais le mercredi, le jeudi, la parade des pilotes. Enfin voilà, c'est une fête qui est absolument fantastique et que vous pouvez baisser. Et nous, on a fait 10 fois, on a été à l'arrivée. Pour un team amateur, enfin amateur privé,
on a été 10 fois à l'arrivée des 24 heures du Mans, ce qui est juste une histoire incroyable. Et quand vous baissez le rideau de votre box le dimanche à 16 heures sur ces visages noircis des mécanos de fatigue, pleins de larmes, je peux vous dire que vous avez des sensations qui sont waouh, qui sont terribles parce que on a fait tout ça ensemble. C'était un risque limité, c'est une entreprise, etc. Mais bon, c'est déjà quelque chose à monter ensemble. Et pour arriver à cette joie et ce partage qui était génial. Et avec des résultats qui ont été super sympas. On a fait 7e au général en 2006 avec un podium en catégorie GT, en GT1. Et ça, c'était ma dose de risque commun à une entreprise où j'étais le chef. Mais je peux vous dire, pour revenir sur la prise de risque pure, que les 24 heures du Mans sont une des courses les plus dangereuses, peut-être avec le Dakar aussi, parce que vous roulez à 300 km/h dans du trafic avec des prototypes qui vous doublent, etc., qui est une course qui est longue, qui est une course où il pleut et vous roulez à 280 sous la pluie, vous ne voyez rien. Et à un moment, même une nuit où il pleuvait beaucoup, c'était ma deuxième participation, je crois. Il pleuvait. Et on voit rien. Je comptais dans les lignes droites, je comptais le temps avant de voir le panneau éclairé où je pouvais voir 200 mètres avant le prochain freinage. Et je me disais, je roule à 300 km/h, 290. Je suis à fond, je ne vois rien. Je ne voyais rien. C'est impossible de voir quelque chose une fois que vous suivez un proto. Et je me disais, mais c'est complètement, enfin, excusez-moi d'utiliser le mot, mais je dis, mais c'est complètement con. On est con. Pourquoi? Ouais. 280, il se passe n'importe quoi devant vous et bon, c'est le gros crash. Alors, c'est jamais arrivé, mais je peux vous dire que même moi, j'ai eu des doutes, des vrais doutes dans ma prise de risque en disant, mais je suis con. Mais par contre, j'ai continué à le faire. C'est ça qui est un peu dans le cheminement. Vous allez dire, il est complètement barjot celui-là. Ben, quand on a le virus, on l'a. Et nos chemins se sont croisés aussi au Mans, puisque j'étais commissaire Ouais. sportif au Mans. Et donc, je te voyais passer et j'ai été sur le stand. Ça, ce sont des photos que j'ai prises et Ouais. de ta fameuse Ferrari bleue. Est-ce que tu peux nous parler de tes voitures et puis de pourquoi le numéro 72 d'ailleurs? Ah ben oui, voilà, il y a toujours une histoire. Donc au début, on a fait, donc j'ai fait Le Mans finalement 10 fois, mais avec 3 voitures différentes. Alors toujours en GT, GT2, GT1. Après, pour ceux qui connaissent, bon maintenant le règlement a changé, c'est-à-dire en voiture couverte à peu près proche de la série et jamais en prototype. Alors le numéro 72, parce que notre équipe était basée à la Technopark sur le circuit des 24 heures du Mans. Et on a toujours été en partenariat avec le Conseil général de la Sarthe. Et donc, comme on était une entreprise sartoise basée sur le circuit au Mans, etc., et on avait ce numéro 72 qui Qui est le était numéro du département de la Sarthe, hein, ouais, bien sûr. du département de la Sarthe, et on avait une certaine fierté. On était soutenu par, je veux dire, il y avait des équipes qui étaient prestigieuses. Il y avait Yves Courage qui était là-bas, il y avait Pescarolo, il y avait des équipes fabuleuses. Et nous, on portait avec fierté ce numéro 72. Et j'ai une petite anecdote qu'on avait partagée, Mauro. La première année où je l'ai fait, il m'avait donné le numéro 74, qui est la Haute-Savoie. Parce qu'il se pense que tous les skieurs, si vous êtes skieur, vous êtes forcément savoyard. Et là, j'étais un peu vexé. Je me suis dit, moi, je suis haut-alpin et de région PACA pour ceux qui y suivent, donc de Serre Chevalier. Et nous, on a une identité Alpes du Sud et on la revendique. Hein. C'est un peu des batailles de clochers parce que la Savoie, elle n'est pas bien loin d'ici. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai ce 74 et après on a toujours eu ce numéro 72 avec une équipe voilà, qui nous a amené des moments de partage juste fantastiques. Et là, tu étais vraiment dans l'entreprise et tu embarquais dans cette prise de risque. Ben, en fait, toute une entreprise, toute une société, et les décisions sont de plus en plus importantes à prendre et elles concernent de plus en plus de gens. Et donc, il y a une véritable maturité au travers de ces différentes expériences pour finalement arriver à une prise de risque d'un manager d'une entreprise qui doit éclairer tous ces risques. Et on peut faire la chose aussi par rapport à la cybersécurité, c'est que du coup, bah, tu utilises des ordinateurs dans ton entreprise, ils sont connectés à Internet, etc. Et donc, comme tous les chefs d'entreprise, bah, tu as besoin
de comprendre c'est quoi ces cyberattaques, c'est quoi ce risque. C'est, c'est quelque Ben chose oui, qui te concerne. Et puis un jour, bah, malheureusement, malgré malgré toute la préparation qu'on a faite, eh bien, il y a un incident qui se produit. Alors, voilà. j'allais dire, Mauro, un incident, c'est très peu dire, hein. Je pense que bon, voilà, ma carrière est ponctuée j'allais dire, d'incidents et voire plus, d'accidents même, parce que bon, j'ai connu voilà beaucoup de blessures dans le ski alpin, un peu moins dans l'automobile, quelques-unes, mais bon, par contre, une qui a arrêté ma carrière, c'était une luxation cervicale et donc j'étais quasiment tétraplégique avant la chirurgie. Et donc, mais maintenant, je vous rassure, je vais bien. Moi, j'ai des séquelles, mais qui ont arrêté ma carrière sportive, mais qui sont, j'allais dire, un peu maîtrisées. Mais au-delà de même cet dernier accident, n'a pas mis un terme à mon avis. C'est pas pour ça que je me suis arrêté complètement de d'arrêter de prendre des risques. Maintenant, j'essaye de limiter les risques. Et une chose que j'ai envie de partager, qui est aussi importante juste avant mon accident en moto, je m'étais dit, et je l'ai dit à plusieurs coureurs, c'était à la Rande Auvergne, une course d'enduro en moto, que j'avais dit à quelques-uns, je le sens pas, je suis fatigué, je voulais rentrer. C'était la dernière spéciale du dernier jour, comme d'habitude, etc. Toujours le dernier virage, toujours, qui a failli me coûter très cher. Donc maintenant, j'essaye de me dire, le jour où je ne le sens pas, je ne le fais pas. Parce que j'ai plus cette obligation comme à l'époque, comme je vous disais, à l'époque où il faut serrer le casque, ou si c'est ce jour où ça doit arriver, mais là, vous êtes obligé. Donc, c'est pas un conseil que je voudrais partager avec tout le monde, mais il y a des jours où forcément, comme je le disais, on se lève du pied gauche, on est moins bien. Et là, il ne faut pas essayer de prendre des risques. Mais la meilleure façon, pour revenir sur les incidents et la bonne gestion des incidents, c'est d'être préparé euh, et d'avoir travaillé. D'avoir envoyé une roue au Dakar, je veux dire, il y a quelques crevaisons. Donc, il faut essayer d'anticiper tout ça, de préparer comment changer vite une roue sur un Dakar, etc. Donc, essayer et ça, c'est plus le rôle aussi, j'allais dire maintenant, moi, la cybersécurité, ça me semble à des années-lumière. Euh, les entreprises, moi, je pense pas avoir des datas qui soient sensibles, je pense pas, parce que c'est pas mon truc. Mais les incidents, j'ai essayé moi, de les préparer au mieux possible, d'avoir une vision globale de ce que pouvait m'arriver sur un Dakar. Parce que sur un Dakar, vous êtes seul dans le désert après pour réparer. Donc, la meilleure façon euh, de réparer, ou en tout cas d'essayer et de s'en sortir, c'est d'avoir une super connaissance au moins de son engin, de savoir une meilleure connaissance mécanique, de pouvoir ce qu'on peut réparer, de comment on le fait, d'être entraîné pour le réparer, parce que ça, c'est quelque chose de le savoir, mais il faut essayer de là. Et après, d'être débrouillard, cette petite partie qui vous permettra de vous en sortir parce que voilà, vous êtes un peu plus mécano ou un peu plus futé qu'un autre. Mais bon, la meilleure façon, voilà, d'être, j'allais dire, serein face aux incidents, petits accidents, c'est bien sûr de rester calme et d'analyser bien la situation. Je pense que la capacité d'analyse est assez importante à ce niveau-là. Vous savez, vous pouvez avoir fait 3 tonneaux dans une spéciale et perdre 10 minutes. Si vous gardez votre calme derrière, vous faites les 2, 3 choses qu'il y a à faire juste après un accident comme ça et vous pouvez vous en sortir et repartir. Je vois ça parce que je vois le pare-brise qui est cassé en bas du slide et c'est pour ça que je me dis que, tiens, ça m'est arrivé déjà aussi de repartir sur le toit, mais de repartir aussi. Et Ouais, de après, faire un béret, ouais. Mais comme il y a un arceau, alors là, en moto, malheureusement, on n'a pas tout ça, d'où c'est en général le pilote qui prend, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, à moto, on essaie de se protéger, mais à l'époque, ils n'avaient pas inventé les airbags d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux pour les motards, notamment pour les cervicales. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut prendre exemple sur des métiers à risque comme l'aviation, parce que je sais que tu as aussi fait pilote d'avion, mais ça ne surprendra plus personne maintenant d'apprendre ça. Il te manque plus que astronaute, en fait, Luc, Thomas pour, Pesquet, ça doit être une belle expérience, ça, qui est un petit tour. Mais c'est bon, ouais, Elon Musk, il commence à mettre des, des, des des privés. pilons Ouais, peut-être dans ouais. l'espace. Alors ça, pareil, moi, c'est en termes de cybersécurité.
voyant la nouvelle capsule qui a un nom d'ailleurs sur SpaceX, on va la fumer, comment ils n'ont plus d'écran et ils sont gérés par ordinateur. Et si un hacker, donc ils sont vraiment très bien protégés, et ça c'est une question que vous pose alors. La réponse est, en fait, ils se préparent, ils simulent tout, comme on fait dans l'aéronautique. Nous, on fait pareil dans la cybersécurité, on fait des simulations d'attaque, des simulations d'incidents de sécurité. On appelle ça les tests d'intrusion ou les red teams. Et ça consiste à ce que des pirates professionnels attaquent le système de cybersécurité. Et Elon Musk, donc avec SpaceX et Tesla, a inventé aussi une nouvelle forme de test qu'on appelle le bug bounty. C'est comme des chasseurs de primes. Et donc, quand on arrive à pirater, par exemple, une Tesla 3, eh bien, on gagne la Tesla. Juste en expliquant à la société Tesla comment on fait pour protéger mieux le pilote automatique ou le système informatique de la voiture. Et donc, on voit apparaître dans le domaine de la cybersécurité les mêmes types de tests et de simulations qu'on fait dans l'aéronautique. Comme tu as passé ton brevet de pilote, tu sais que par exemple, on simule la panne d'un moteur au niveau d'un avion au moment où on passe, on se prépare à l'examen, etc. Et donc, plus on simule des incidents et des accidents, plus on en apprend et plus on s'améliore. Évidemment, on n'aura jamais la sécurité parfaite. Et en plus, les gars en face, ils font de la recherche et ils inventent des nouveaux trucs sans arrêt. Donc, on doit être calme lorsqu'il y a une cyberattaque, mais toute la préparation qu'on a faite dans les mois et les années précédentes vont permettre de limiter l'impact de l'attaque, comme dans le domaine aéronautique, comme dans le domaine de la conduite automobile, etc. D'accord. Mais il y a une part de chance, n'est-ce pas? Et Ah, donc bah, cette part de chance, voilà, c'est l'impondérable qui fait que malheureusement, on va se prendre la cyberattaque, on va avoir l'accident, etc. Et là, je voulais faire un petit clin d'œil aux personnels médicaux et à la situation qu'on vit actuellement. Et Pasteur, qui a inventé le vaccin, qui est une percée pour l'humanité considérable, a dit la chance ne sourit aux esprits bien préparés. Et donc, oui, il y a de la chance à avoir, mais quand on est préparé, c'est marrant, ça va sourire. exactement. Et je pense qu'on en parle depuis tout à l'heure. Il faut être préparé, savoir se préparer. Et ça, c'est important. Et quand je dis que en tout cas dans le sport et le sport de haut niveau est sur des prises de risque, que ce soit la MotoGP ou n'importe quoi, cette partie de, de chance, de réussite, je pense qu'on peut l'appeler réussite. Ça fait plus, ça fait moins aléatoire. Et Moins cette partie de aléatoire. réussite, oui, cette partie de réussite, elle est peut-être de 5%, 4%. De dire, ce jour-là, je tente ce geste-là ou cette trajectoire-là, sachant qu'elle est plus que risquée. Et si elle passe, elle est payante. C'est ça, Oui, la vraie prise de risque pour aller gratter les quelques centièmes qui vous manquent pour aller gagner une course. Et par contre, ça peut des fois ne pas passer. Et bon, elle est limitée. Parce que voilà, une fois, on vient de le dire, voilà, on résume bien. Si on est bien préparé, et surtout avec son esprit, bon, ça c'est sûr que c'est un état d'esprit de bien se préparer. Enfin, moi j'appelle ça bien préparé, c'est juste avoir un comportement le plus professionnel possible. Vous savez, moi j'ai 3 enfants qui aussi courent en Coupe du Monde, et donc j'ai l'impression que je lutte avec eux pour essayer pas de les formater, mais d'essayer de leur dire d'être le plus professionnel possible, parce que dans le sport, eh ben, il y en a qu'un qui gagne, ou quelques-uns qui gagnent en tout cas. Et c'est ceux qui vont justement, auront sûrement l'esprit bien préparé, mais qui seront aussi, qui auront bossé derrière beaucoup. merci beaucoup, Luc. Je vais vous indiquer évidemment que vous pouvez avoir une Security Scorecard gratuitement en faisant la demande à Franck. Et je vais passer la parole à Franck pour la conclusion de notre webinaire.
Oui, merci Mauro. C'était un échange très intéressant, une belle interview. Merci Luc pour tous ces moments et cette franchise. En effet, vous avez, comme d'habitude, la possibilité de me demander votre scorecard par simple retour d'email et on vous invitera dans notre plateforme. Vous pourrez donc vous allez pouvoir diagnostiquer votre surface d'attaque et prendre des décisions pour la réduire. Nous avons quelques questions. Alors, je profite des quelques minutes qui nous restent pour vous poser ces questions. Alors, quelques questions plus pour Luc et une question, je pense, qui est pour Mauro, mais Ah bon? mais j'aimerais aussi que Mauro donne après sa vision cyber et cybersécurité sur les questions qui seront posées à Luc. Alors, une question, est-ce qu'une voiture de rallye peut-elle se faire cyberattaquer? Ah, je pense que, alors, moi j'ai connu, je suis arrivé avec le début de l'électronique. En fait, moi j'ai couru en automobile fin des années 90, donc 97, 18, parce que avant je skiais. Et là, je pense que, bon, je vais répondre vite fait sur le ski. Je pense pas, à part sur quelques ordinateurs de développement, etc., sur le R&D. Mais je pense qu'au niveau actuel, par contre, maintenant, de l'évolution des voitures, j'ai arrêté en 2010. Pour revenir aux voitures de rallye et celles qu'on a utilisées aux 24 heures du Mans, je pense qu'on n'a pas assez d'électronique embarquée, hormis la télémétrie. Mais bien sûr qu'une télémétrie peut être piratée parce que donc nous, on envoie en live des datas de voitures, des données de voitures qui sont de température, de freinage, donc de braquage, de ce que vous voulez, de suspension, etc. Et donc là, forcément, il y a un transit pour aller dans les ordinateurs du box. Et quand on est en rallye raid, on fait beaucoup de kilomètres, on fait des acquisitions de données qu'ensuite on épluche. Euh, voilà, je pense que ça n'arrêtera pas la voiture, mais je pense que oui, on peut subir une attaque. Oui, tout à fait. D'abord, les voitures sont en train de se doter d'autopilotes, comme des drones, et on voit notamment avec les Tesla, mais d'autres marques. Et ces systèmes, eh bien, comme tous les systèmes informatiques, ont des failles de sécurité. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont pu démontrer qu'on pouvait prendre le contrôle d'une voiture qui était en pilotage automatique. On voit également que la Formule 1 est la cible de nombreuses cyberattaques, car c'est un domaine extrêmement concurrentiel avec du R&D, et les écuries de Formule 1 sont constamment attaquées pour essayer de leur piller les données de recherche et développement qu'ils accumulent. Et puis, de plus en plus, on aura des systèmes autonomes de conduite, et donc ce domaine de l'automobile, du transport en général, y compris les avions, seront de plus en plus la cible de cyberattaques, et, euh, et l'industriel, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, est beaucoup moins, comment dire, sensibilisé aux cyberattaques que le domaine traditionnel de l'informatique de gestion que nous connaissons tous. Merci. Une question, alors on va dire, trois questions en une. Donc, je les pose d'un coup et puis après, vous répondez. Ça s'adresse à Luc. Quelle est la place de l'instinct lorsque le risque se produit? Comment prendre des décisions en quelques secondes? Est-ce que cela veut dire que nous sommes conditionnés à faire certains choix grâce à la préparation que nous avons faite en amont? Je vais répondre à la dernière. Oui, les choix, ils vont être faits. La préparation en amont va décider des choix. Mais par contre, après, euh, quand vous avez une situation qui change devant vous, là, je vais prendre un exemple au Mans. Au Mans, je roule, d'un coup, il pleut. Il y a un accident devant moi. Donc là, la prise de risque, elle change. Donc moi, j'adapte. Je vais essayer de pas attendre en secondes, comme c'était la question, mais plutôt en dixième. Euh, il faut que j'ai une vision de la situation, que j'adapte le meilleur comportement le plus vite possible par rapport à ma prise de risque et que je réagisse. Et ça va tellement vite. Alors ça, c'était mon sport. Ça peut être au Mans, ça peut être aussi en ski, en descente. J'ai une situation qui change, il faut que je m'adapte. Ma trajectoire, je me fais déporter, elle change, je m'adapte. Je fais une faute avant une bosse,
Si je veux pas avoir vraiment, il faut que je m'adapte en permanence. Et sa meilleure façon. Et ça, il y a un côté dans la question, oui, il y a de l'instinct là-dedans. Il y a une partie d'instinct qui est dure à définir parce que cette capacité d'analyse qu'on a de la vitesse, on n'est pas tous égaux devant. Les gens qui vont mettre du temps à réagir. Et je pense que justement, la vision, c'était l'essentiel de mes deux sports, le ski, etc. Donc oui, je réponds à l'instinct parce que j'ai cette capacité d'analyser assez vite ce qui arrive et ce qui vient de changer devant moi. Et par contre, pour répondre à la dernière question de la troisième, oui, si je suis bien préparé, je réagirai mieux et plus correctement. En cybersécurité, c'est exactement pareil. On a toutes ces simulations d'attaques qui nous permettent de nous préparer. Et aussi, on a créé avec les entités comme le Security Operation Center, les SOC, des systèmes humains et informatiques des urgences. Un peu comme dans un hôpital, on a les chirurgiens, mais on a les urgentistes. Et un urgentiste, lui, il réagit en quelques dixièmes de seconde face à un diagnostic qu'il a à faire par rapport aux patients qu'il voit. En cybersécurité, il y a un vrai métier qui est l'urgentiste du SOC qui va être capable de comprendre la cyberattaque et de prendre les bonnes décisions en quelques secondes. Parce que le problème, c'est que les types en face, eux, ils vont pas nous donner le temps de nous organiser et de réfléchir calmement et tranquillement dans une réunion à la riposte, à la remédiation, à la cyberattaque. Donc, c'est exactement la même chose en cybersécurité. Il faut qu'on ait des urgentistes. Merci. Mauro, tu m'as offert la possibilité de faire la conclusion. Je vais prendre cette opportunité. Ce que je retiens de cette interview avec Luc et Mauro, c'est toute cette appréhension du risque, le fait de pouvoir s'adapter à ce risque, de pouvoir le maîtriser tant bien que mal, puisque lorsque le risque apparaît, on va réagir, mais avec une bonne préparation, on est capable de pouvoir contrôler au moins la plus grande partie de ce risque. Et tout va résider dans la microseconde qui va rester ou le virage qu'on aura bien pris. Est-ce qu'on aura fait le bon choix pour gagner ces quelques millisecondes qui va nous permettre d'être champion. Et comme Mauro a montré sur l'avant-dernier slide, il y a cette petite part de chance, mais avant tout ça, il y a une très 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 bonne préparation qui est faite en amont. Et nous, chez Security Scorecard, c'est le message que nous voulons faire passer. Identifier votre surface d'attaque, identifier la posture cyber des tierces parties avec qui vous travaillez, et avec cette bonne préparation, exécutez votre plan d'action, prenez des mesures en fonction de cette vie de la cybersécurité qui est en perpétuel changement. Il faut s'adapter et nous voulons vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour votre scorecard. On sera ravis de vous accompagner dans vos projets cyber. Il me reste plus qu'à vous saluer. On a fini quelques minutes avant la fin. Luc, merci beaucoup, beaucoup de votre participation aujourd'hui. Mauro, merci beaucoup, beaucoup de cette interview aujourd'hui. Et c'était un plaisir de voir cette alchimie entre vous deux, le fait que vous vous connaissiez à pimenter le tout et nous a donné une vraie vision du risque chez un sportif de haut niveau avec un parallèle avec la cybersécurité. Merci à tous d'être venus et je vous dis à bientôt. Merci, bonne continuation à tout le monde. Bonne continuation à tout le monde alors. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Online, Mauro? Oui, ça continue à enregistrer là.
Non, mais c'était bien. Après, tu peux en parler longtemps, hein, les risques. Après, tu sais, quand tu demandes aux gens s'ils ont peur, on est surpris, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont craintifs et je veux Oui, dire rebelles à la ils ont prise de pas, risque. ouais, ouais, ils ont pas notre appétence au risque. Et l'appétence au risque ne veut pas dire l'inconscience. Elle veut dire Ah justement non, que ah on est non. capable de faire des choses au-delà comment dire, au-delà du normal, du standard. Et, euh, et donc, ça veut dire il faut bosser, bosser, bosser pour justement faire ces choses extraordinaires que tout le monde ne peut pas faire. Il y a une poignée de gens qui sont capables de faire ce que tu fais et d'avoir pris les risques. Et puis, ça nous a coûté dans notre corps physiquement. Bah, j'ai arrêté de compter au bout de 100 chutes à moto au Dakar. Ah, ouais. Je voulais mémoriser chacune des chutes pour voir comment j'étais tombé et pourquoi. Et au bout de 100, j'ai arrêté, quoi. Et, Ah ouais. euh, ouais, et puis, bon, voilà, Et tu avec sais que des accidents. Ouais, ouais. il y a une. Quand tu vois, là, bon, moi je suis athlète Red Bull, donc je suis dans les anciens chez Red Bull, mais t'es pas impressionné par tous ces nouveaux sports et si tu veux, Si les gars qui l'image pour volent sans l'image. parachute, là. Ouais, Non, mais de tout. Tu les prends en ouais, skateboard, tu les ouais. prends en machin, tu les prends, t'as En vu, en kite, backflip, en freestyle, ouais, en kite, en ce que ouais, tu veux. ouais. Là, je veux dire, l'image donne tu vois, une dimension du risque et les mecs, ils se disent, moi, je vais le faire. Et bon, il y a des gros cartons, mais c'est